Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'air libre. Dans la deuxième partie, notre ami Joseph Confavreux, journaliste de Mediapart qui suit la vie des idées et que vous connaissez bien si vous nous lisez, recevra l'américaniste Sylvie Laurent, chercheuse associée à l'université de Stanford en Californie, professeure à Sciences Po, pour discuter des résonances historiques de la mobilisation actuelle aux États-Unis contre les violences policières, de Martin Luther King à George Floyd. Violences policières à nouveau dans la première partie avec nos trois invités, Amal Bentounsi, Awa Gaye et Doria Chouvia, trois proches de victimes d'interventions policières décédées au cours des dernières années. Nous entendrons leurs témoignages et vous verrez, c'est très vivant. Puis, avec notre correspondante Cécile Debarge, nous partirons à Bergame, épicentre du Covid-19 en Italie, où un énorme collectif de citoyens et de proches de malades demande justice pour les victimes de la pandémie. Je vous rappelle l'adresse où vous pouvez nous écrire pour vos témoignages, alairlibre@mediapart.fr. À l'air libre numéro 58, c'est parti. En quelques jours, le combat contre les violences policières est devenu une discussion nationale, forçant même le président Emmanuel Macron à réagir. Il parlera dimanche aux Français lors d'une allocation télévisée. Nous verrons bien ce qu'il dit. En tout cas, cette allocution aura lieu après une grande manifestation samedi 13 juin, place de la République à Paris et dans d'autres villes en région, à l'appel du comité Vérité Justice pour Adama et d'autres collectifs. Manifestation importante, probablement deuxième manifestation importante en moins de 2 semaines. Mais évidemment, les violences policières, c'est une histoire ancienne, très ancienne, des drames souvent passés sous le radar médiatique, des hommes tués par la police qui s'appelaient ces dernières années Ali Ziri, Wissam El Yamni, Xiaoyu Liu, Abdoulaye Kamara et tant d'autres. Dans cette émission, nous allons revenir sur ce combat qui ne date pas d'aujourd'hui avec nos trois invités. Amal Bentounsi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du collectif des familles de victimes tuées par la police. Votre frère, Amine, 28 ans, a été tué par un gardien de la paix le 21 avril 2012 en Seine-Saint-Denis et vous militez et soutenez ces familles depuis des années. Awa Gaye, bonjour. Bonjour. Awa Gaye est du collectif Justice et Vérité pour Babacar. On le voit sur votre t-shirt, Justice pour Babacar. Babacar, c'est votre frère, tué le 3 décembre 2015 par un policier de la BAC à Rennes. Il avait 27 ans. Et depuis, vous ne cessez de demander justice. Enfin, avec nous aussi, Doria Chouvia, bonjour. Bonjour. Votre mari, Cédric, 42 ans, a été plaqué au sol il y a quelques mois, le 3 janvier 2020, par la police lors d'un contrôle policier à Paris. Il est mort 2 jours plus tard à l'hôpital. Et cette technique utilisée ce jour-là par les policiers, le plaquage ventral, n'est toujours pas interdite aujourd'hui. Amal Bentounsi, j'aimerais commencer avec vous. Je l'ai dit, cette histoire pour vous commence par un drame personnel, celui de votre frère, tué par un gardien de la paix. Relaxé en première instance, ce gardien de la paix a été condamné en appel. La légitime défense n'a pas été retenue. Racontez-nous en quelques mots votre combat pour obtenir justice. Le combat que j'ai dû mener, alors il faut savoir que dans toutes les affaires, maintenant je m'en rends compte aujourd'hui, c'est que dans toutes les affaires, le processus, il est le même à chaque fois. Quand une personne meurt entre les mains de la police, elle est criminalisée à titre posthume, de façon à la rendre coupable de sa propre mort. C'est ce qui s'est passé avec mon frère. Il avait un passé judiciaire, bien évidemment, qu'on a utilisé ce passé judiciaire pour essayer d'occulter la vérité. Donc, on a dû mener des mobilisations importantes sur place, de façon à interpeller les témoins, les potentiels témoins qui étaient sur place. Donc pendant 3 mois, on a manifesté à Noisy-le-Sec et de 1 témoin, on est passé à 8 témoins. Et c'est ça qui va changer, c'est ça qui va faire la différence. Donc les 8 témoins diront au procès en deuxième instance et en première instance que Amine Bentounsi courait. Il était de dos et à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. Donc il aura fallu mener une bataille médiatique, une bataille presque faire le travail d'investigation que normalement les policiers auraient dû faire, et que c'est grâce aussi à notre acharnement et à notre pugnacité avec les différents soutiens qui étaient là dès le départ sur place à nous soutenir, alors que moi j'avais rien d'une militante. Et voilà, donc j'ai découvert ce milieu-là. Et au passage, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont soutenus et qui nous ont apporté leur aide. Donc aujourd'hui, c'est vrai que
je dois parler de l'histoire de mon frère, mais aujourd'hui, je suis presque plus légitime à pouvoir parler des histoires des autres, puisque pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir mener la bataille aussi pour les autres, mais que ces familles puissent s'exprimer, et notamment les familles du collectif Urgence, dont Jessica Koumé, où son mari a perdu la vie exactement de la même façon que George Floyd. Je pense à Abdoulaye Camara et je pense à Laoussine Aïtounga. Abdoulaye Camara, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'enquête a été clôturée et c'est un non-lieu. Donc un non-lieu, vous savez ce que ça veut dire pour une famille? Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Donc on va essayer d'organiser des choses dans ce sens pour que l'enquête puisse être relancée, puisque il y a encore des versions, il y a des témoins qui n'ont pas été entendus également, et donc du coup les caméras de télésurveillance ne fonctionnent pas comme par hasard à ce moment-là. Et c'est toujours très difficile pour les familles. Donc, les violences policières s'imposent depuis 2 semaines, on le voit comme la première fois depuis bien longtemps dans le débat public, en résonance avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça n'a bien sûr pas été toujours le cas. De 1977 à 2019, selon l'excellente base de données de nos amis du site Bastamag, 676 personnes ont été tuées par la police. Alors certains médias comme Mediapart ont suivi ces questions, mais nous n'étions pas très nombreux. Et de façon générale, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui de voir finalement cette conversation commencer véritablement s'engager sur les violences policières? J'imagine qu'il y a une forme de satisfaction, mais aussi le sentiment de se dire qu'on a perdu du temps, non? Oui, bien évidemment, ce qui est en train de se passer, on peut en être que satisfait. On dit que ça fait des années qu'on dénonce cette impunité policière. Ça fait des années que des familles crient, manifestent tous les ans. Il y a des commémorations de la mort. Nos morts sont presque venus des hashtags et qu'on se sentait seuls. Toutes ces familles se sentaient seules à chaque fois qu'on manifestait. On avait l'impression d'être pris pour des fous et qu'aujourd'hui, malheureusement, grâce à la mort de George Floyd et grâce à la vidéo, le monde entier s'émeut de cette situation et qu'aujourd'hui, on prenne la situation à bras-le-corps et qu'aujourd'hui, on se dise qu'il y a aussi des George Floyd en France. Donc, je pense notamment à Amadou Koumé, je pense à Wissam El Yamni, je pense à Lamine Dieng, je pense à M. Ali Ziri, je pense à Cédric Chouviat, je pense à Adama Traoré. Et toutes ces victimes n'ont jamais, en plus d'être niées par de subir le déni de justice, il y a le déni de leur nom. Et aujourd'hui, je suis très contente que vous puissiez donner la parole à d'autres familles et qu'elles puissent s'exprimer, puisque l'affaire d'Adama Traoré n'est pas un cas isolé. Bien sûr. Les médias ont une fâcheuse envie de nous faire croire qu'après Ziad Ebouna, il y a eu Adama Traoré, alors qu'il y a eu des centaines de morts et qu'on ne doit plus nier leurs noms aussi et que ces noms-là doivent être scandés à chaque fois, dans chaque manifestation parce que vraiment, c'est très difficile. Moi, je me mets à la place de ces familles. Nous, on a obtenu une justice en demi-teinte, mais qu'aujourd'hui, ces familles, en plus d'avoir le déni de justice, les noms de ces familles ne sont jamais prononcés par les médias. Et c'est très important et je vous remercie de leur donner la parole aujourd'hui. Justement, donc, Amal, une de ces familles, la famille Gay, Awa Gay est avec nous. À la différence d'Amin Bentounsi, Awa, la légitime défense a été reconnue pour le policier qui a tué votre frère Babacar en 2015. D'ailleurs, on va voir la photo de votre frère pour une façon de lui rendre hommage. Vous vous battez toujours des années après pour faire reconnaître la responsabilité de la police. Où en est votre dossier aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, Babacar, c'était mon frère, il avait 27 ans, il a fait seulement 1 an avec moi en France. Et aujourd'hui, moi, je réclame la reconstitution des faits. Qui n'a pas eu. Et j'attends la date, parce que c'est normal, ils sont 8 policiers, il y a sur les 8 policiers, il y a 4 polices nationales et 4 polices de la BAC. Il y a un policier de la BAC qui a tiré sur mon frère, c'est qu'on m'a dit, 5 balles.
Et après les 5 balles, ils ont menotté mon frère pendant 2 heures. Mais quand j'ai parlé avec le juge, elle m'a dit c'est pendant 1 heure. Mais même c'est pendant 1 heure, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Jusqu'à c'est les familles qui demandent les policiers pour qu'ils enlèvent le monote, pour qu'ils ont passé les premiers soins. Et c'était trop tard pour mon frère. Et pour eux, c'est pas fini. Le matin, ils ont porté plainte contre mon frère qui ne peut plus se témoigner aujourd'hui. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de familles qui battent depuis des années, comme le cas d'Angelo Garant. Angelo, si elle était un homme riche, on ne le tue pas 5 balles devant ses parents. Et comme Ibrahim Abba, qui est mort, que la famille demande jusqu'à aujourd'hui les caméras vidéo, les preuves. Et comme Lamine Diène, comme Ibrahim Abba, comme Wissam, comme la liste est longue, le liste est long, sans compter les femmes qui sont mortes par l'armée de police, sans compter les prisonniers qui sont morts en prison, que soi-disant ils ont fait quoi les familles, que les personnes elles étaient suicidées. Il y a beaucoup de morts par l'armée de police. Ouais. Et jamais les familles, ils obtenaient de justice. Souvent, les familles, ils sont se trouvés avec les dossiers classés sans suite ou non lieu. Et ce n'est pas normal. Moi, je me demande, est-ce que les justices françaises, est-ce que ça existe en France? Est-ce qu'il y a des justices françaises? Merci beaucoup. On va revenir avec vous, Awa. Je voudrais donner la parole à Doria Chouvia. Je voudrais vous faire réagir. On s'en rappelle, hein, c'était au début de l'année. La France a été extrêmement choquée le 3 janvier. Votre mari Cédric, on va voir lui aussi sa photo plaquée au sol par la police lors d'un contrôle policier, asphyxié et mort 2 jours plus tard à l'hôpital. Les vidéos de cette arrestation ont choqué et quand je l'ai regardé à nouveau ce matin, en fait, on va pas vous imposer ça, Doria, aujourd'hui, je vous rassure, mais quand je l'ai regardé, j'ai pensé à George Floyd aux États-Unis, cette sorte d'asphyxie en direct. Est-ce que vous avez ressenti vous-même la même proximité finalement à des milliers de kilomètres d'écart? En fait, moi, outre-Atlantique, comme vous dites, moi, ce que je revois, en fait, je vois le même policier. C'est au-delà du père de famille que je vois et la tristesse et la peine et le fardeau de cette famille qui doit souffrir à ce moment même. En fait, moi, je suis surtout centrée sur le policier parce que je vois cette même volonté de tuer, en fait, cet acharnement. Je vois plus de protection civile, je vois plus de vocation, je vois plus de bravoure, je vois plus d'acte d'héroïsme, je vois rien de tout ça, en fait. Tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui a assouvi une colère, une haine, un mal-être. En fait, je vois des gens qui sont, j'ai même envie de vous dire, je vois quelqu'un de malade, je vois quelqu'un de mauvais, je vois un criminel qui agit en toute impunité. Et qu'est-ce que c'est soulageant de savoir qu'il a été condamné pour meurtre. Mais vous savez quoi, ça m'a fait un bien fou quand on m'a dit ça. Parce que moi, dès les premières heures, dès les premiers jours, une fois qu'on a eu les appels, que mon avocat a eu la bonne idée et le bon réflexe de faire l'appel à témoins, moi j'ai tout de suite deviné ce qui s'était passé. Mais quand j'ai parlé de meurtre, on m'a tout de suite dit « Ah non, là pour l'instant, il s'agit d'homicide involontaire. » Et là, tout de suite avec les vidéos et les témoignages, parce qu'il y a énormément de témoignages, je me suis dit « Mais un meurtre, ça reste un meurtre après tout. » Mais en fin de compte, non. Quand c'est la police, c'est pas un meurtre. Dans un premier temps, c'est un homicide involontaire. Et puis après, voilà, c'est step by step. Et comme elle dit Amel, il faut se battre. Il faut toujours que ça soit un combat. Et pourtant, aujourd'hui, moi, dans mon malheur, avec ma famille, on a quand même une chance dans notre souffrance, dans cette catastrophe qui nous est tombée dessus, c'est qu'on a des caméras. Et je me dis, est-ce qu'on a les mêmes yeux? Est-ce qu'on est doué de la même raison? Parce que les vidéos, elles parlent tellement par elles-mêmes. Déjà, mais qu'est-ce qui justifie qu'il soit à 3 sur lui? Mon mari, pour couronner le tout, il a eu le droit aux 2 prises. Alors moi, quand le ministre, il se perd... Alors, bien sûr que je suis contente que la clé d'étranglement... Oui, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je veux dire, moi, mon mari, il a eu le droit aux 2. Ça veut dire qu'on lui a vraiment laissé aucune chance. Et je vous dis, ce que je vois, moi, dans les vidéos de ce genre, c'est la volonté de tuer.
c'est pas de faire respecter la loi ou quoi que ce soit. C'est vraiment une volonté, voilà, de tuer, d'assassiner. Et ça, c'est inadmissible. C'est pas possible, c'est pas humain. C'est criminel. Parce que justement, on est quoi? Ce que vous dites, un Derek Chauvin, le policier accusé du meurtre de George Floyd, a donc comparu pour la première fois devant la justice. Mais quel bonheur, mais quel bonheur, mais quel bonheur, franchement. Mais c'est comme à la radio tout à l'heure, j'entendais, bon après c'est eux qui ont formulé ça de cette manière-là, mais ils ont dit, bon, dimanche, Emmanuel Macron va se prononcer, bon, par rapport à cette histoire de déconfinement, mais également par rapport à l'affaire George Floyd. Mais j'aurais préféré entendre dire va se prononcer par rapport à l'affaire de Adama Traoré, par rapport à l'affaire de Cédric Chouviat et tant d'autres. Mais franchement, mais bien sûr que ce problème, il est universel, mais il faut déjà balayer devant chez soi avant d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Comment Emmanuel Macron va se prononcer sur George Floyd? Mais George Floyd, il ne faut pas qu'il s'inquiète pour lui. Trump, il s'en est occupé. Malgré tout ce qu'on peut dire sur lui. Donc moi, je vais me tourner vers Trump et j'espère que lundi soir, peut-être que Trump va se prononcer pour Cédric Chouviat. Pourquoi pas? Mais non. Sur les violences policières, Donald Trump reste quand même très en dessous de la main et refuse ce terme. Non, mais j'en doute pas. Je suis pas en train de faire les éloges de Trump. Je connais le personnage. Ce que je veux vous dire, c'est que, bon, encore une fois, il y a trop d'aberrances. Doria, justement, vous en parliez, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris pour homicide involontaire dans le cas de la mort de Cédric. L'enquête a été confiée à l'IGPN, la police des polices. Awa nous disait tout à l'heure, je crois plus vraiment, je ne sais pas vraiment je peux croire encore à la justice. Est-ce que vous pensez que justice sera faite? J'espère qu'elle sera faite parce qu'on a tellement de preuves et parce que voilà, je vous dis, je me raccroche à ça parce qu'il me reste plus grand chose en fait. J'ai envie de vous dire, d'une manière ou d'une autre, il y a rien qui va me ramener mon mari. Donc voilà, c'est un espoir qui m'anime et heureusement que j'y crois parce que sinon dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se rend justice soi-même. Qu'est-ce qu'on doit faire si on ne croit pas en la justice? Je vous demande. Il faut bien miser sur la justice, sinon dans ce cas-là, ça va tourner autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi sur la médiatisation et aussi sur les... heureusement. Voilà, justement, l'utilisation contre les violences policières, elle commence à inquiéter le pouvoir. Je voudrais vous faire réagir sur cette déclaration. On a commencé un peu à l'évoquer il y a quelques jours du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La méthode de la prise par le cou, dite de l'étranglement, sera abandonnée et ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers. Donc la méthode de l'étranglement, nous dit Christophe Castaner, qui est la méthode en fait qui s'est passée dans le cas de votre mari Doria, interdite mais remplacée, a-t-on appris dès le lendemain par le retour des tasers. Malheureusement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce du ministre de l'Intérieur? Je me suis dit on aurait pu faire un copier-coller et mettre le plaquage ventral est interdit parce qu'il est dangereux. On aurait pu en dire autant du plaquage ventral, donc il aurait pu autant faire sur l'un que sur l'autre. Mais ce que j'aimerais quand même vous dire, c'est que, vous savez, dans le plaquage ventral, parce que j'ai entendu des témoignages de policiers qui se plaignent, qui se sentent démunis et qui ont peur de ne pas disposer des moyens nécessaires pour faire face à des personnes dangereuses, etc., etc. Mais plaquage ventral, enfin, essayer d'immobiliser une personne et de la menotter, c'est une chose. Mais rester des minutes et des minutes à 3, à 2, voire à 4 sur une personne, une qui l'étrangle et une autre qui met une pression sur son... Mais c'est plus un plaquage ventral, c'est une mise à mort. Donc, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est quoi le plaquage ventral? Il faudrait qu'il y ait comment dirais-je, des spécialistes, il faudrait qu'il y ait de la transparence et qu'un de ces quatre, il y a un média qui aille interviewer justement ces formateurs de policiers qui nous donnent vraiment les conditions, le protocole, de quelle manière, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit rassuré déjà et qu'on se dise, bon, ces policiers quand même, ils ont un minimum de formation. Je pense pas que lors de leur formation, on les autorise à faire des choses pareilles, à rester aussi longtemps, attendre que la personne rende l'âme. Je pense pas. Ouais. Amal Bentounsi, dans la même conférence de presse, Christophe Castaner a dénoncé les actes racistes dans la police, qu'il désigne comme des actes importants mais isolés, et refusé le terme de racisme systémique dans la police. Or, évidemment, il y a une litanie de personnes racisées qui ont été tuées par la police ces dernières années. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce refus de questionner finalement le racisme de l'institution?
C'est encore une fois une grande hypocrisie, c'est la non-reconnaissance de l'histoire de France, de l'histoire de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, pendant la colonisation, mais aussi pendant le rôle qu'a joué la France dans l'esclavage, et qu'il y a un véritable déni de la part de la France sur le sujet de la colonisation et de la période post-coloniale. On le voit bien que toutes les victimes, quasiment toutes, excepté Cédric Chouviat et Steve et puis Rémi Fraisse. Voilà. Et donc, on le voit dans la majorité des cas, ce sont essentiellement des gens issus de l'immigration, noirs, arabes, roms. J'ai une pensée pour Angelo Garant et sa famille, puisqu'aujourd'hui, ils attendent, encore une fois, les gitans, ils sont aussi pris dans le même sac, hein, ils sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Donc oui, c'est encore une fois de l'hypocrisie de la part de la France à ne jamais se remettre en question. Et on est face à ça, c'est-à-dire que les institutions, au-delà de pointer du doigt l'institution policière, qui ne se remet jamais en question, hein, ça je vous le rappelle, parce que là, quand M. Castaner prend la parole et quand il dit nous allons renforcer les caméras de télésurveillance. Il y a un mois de cela, ou il y a 20 jours, les différents syndicats policiers se réjouissaient que M. Éric Ciotti fasse une proposition de loi pour interdire la diffusion des images de policiers. Alors qu'en la matière, n'importe quel citoyen, donc il faut le rappeler, la circulaire du 23 décembre 2008, la numéro 8433D, qui permet à n'importe quel citoyen ou journaliste à filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Et aujourd'hui, on vient nous dire que, je vois sur différents plateaux télé, que les policiers, ils seraient favorables. Ben oui, maintenant, ils y sont favorables. Il y a 20 jours, ils pointaient du doigt sur une proposition de loi qui émane de M. Ciotti, notre application qui s'appelle UVP, Urgence Violence Policière. Vous imaginez que nous, familles de victimes qui avons subi des drames et qu'on doit se battre déjà pour nos propres affaires et qu'on est en train de penser de pallier à un manque institutionnel, c'est tout à fait scandaleux. C'est tout à fait scandaleux et ça manque de clairvoyance, ça manque d'objectivité parce que cet outil-là, UVP, l'application, elle est disponible sur Android, elle est disponible sur iOS et ça peut sauver des vies parce qu'on le sait, ce qu'ils ne veulent pas, ces policiers, c'est être contrôlés par les citoyens. Et je pense que M. Castaner, au lieu de parler du renforcement des caméras de télésurveillance, il aurait dû parler de cette application. C'est pas difficile de reconnaître, qu'il y a des gens qui s'organisent, qu'il y a des associations de victimes qui s'organisent pour essayer de changer les choses. Et aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie, c'est des annonces, c'est des effets d'annonces, parce qu'ils n'ont plus le choix. Parce qu'aujourd'hui, la mort de George Floyd, elle a indigné le monde entier. Et aujourd'hui, tout le monde s'indigne, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne. Tout le monde s'indigne. On en a marre de cette impunité policière. On n'a plus envie que ces policiers se sentent au-dessus des lois. Et je pointe du doigt, parce qu'au-delà de pointer du doigt l'institution policière, il faut également rappeler la réponse pénale qu'elle donne à ces policiers. Vous savez, moi, il y a quelques années, j'ai fait un clip vidéo, une parodie de clip vidéo où j'invitais les gens à dire, où on avait mis une succession d'images de violences policières et on disait, vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violents, arrogants, racistes, engagez-vous dans la police française. Frustrés. C'est exactement ça la réponse pénale. Vous imaginez... Chercher une voie de garage. Le racisme, ce que ça veut dire. Le racisme, c'est la haine de l'autre. La haine de l'autre, vous fournissez des armes à des gens qui ont de la haine. Donc, bien évidemment, tous les policiers ne sont pas à mettre dans le même sac. Mais c'est sûr. Je suis désolée. Celui qui ne dit mot consent, celui qui a regardé George Floyd, celui qui a regardé les collègues
de ceux qui ont tué Cédric Chouviat, ils sont aussi responsables. Parce que même un enfant de 5 ans... c'est de la non-assistance à personne en danger. Tout à fait. Parce que même un enfant de 5 ans, il sait qu'à un moment donné, quand on étrangle quelqu'un pendant plusieurs minutes, eh ben, on finit par mourir. Donc l'intention, elle y est. On ne peut pas dire que l'intention, elle n'y est pas. Il y a une volonté de vouloir tuer. On voudrait presque les rendre irresponsables de leurs actes. Tout à fait. Et ce que je crains, moi, c'est que pour leur défense, ils se contentent de dire qu'ils ont pratiqué une prise pour laquelle ils ont été formés et qu'ils avaient le droit de pratiquer. Dans les ça, écoles de police, bien sûr. Awa, on va terminer parce on arrive bientôt à la fin de ce plateau. Awa Gay, désolé, c'était super intéressant. C'était super bien, c'est super bien. Et Awa Gay, je voulais vous donner le mot de la fin. Dimanche, Emmanuel Macron va parler. Est-ce que vous avez un message, vous, Awa Gay, à lui passer? Oui, j'ai un message à passer et effectivement, je pense aussi à Alan qui est mort ici à Saint-Malo, qui est une fille unique de son père. Voilà. Par contre, depuis des années, on est beaucoup de familles qui battent depuis des années. On n'est jamais attendu, ni les ministres, ni les présidents de la France, il vient nous voir de présenter des excuses ou de nous soutien. C'est nous les familles qui battent depuis des années et eux-mêmes ils savaient ce que les policiers ils ont fait, c'est pas normal, c'est des sales travaux qu'ils ont fait. Pour moi, les policiers là, ils sont pas formés, ils sont mal formés eux. Parce qu'un policier qui est bien formé, le cas de mon petit frère Babacar, qui avait 27 ans, qui fait une crise angoisse, c'est son ami. Vraiment, il mérite, on le soutient, on le maîtrise, on ramène à l'hôpital, après on ouvre une enquête pour savoir pourquoi cette personne, il fait une crise et il fait du mal à lui-même. Mais ce n'est pas le cas de Babacar. C'est pour ça que je dis que c'est un racisme d'État. C'est un racisme d'État. Parce que s'ils ne sont pas racistes, quand ils sont arrivés, ils ont vu que Babacar et les Noirs, la plupart de nous, c'est Noirs et les Arabes et les Roms et des Gitans, ils sont en train de tuer. Bien sûr, ça arrive des fois sur les Français. Mais en général, c'est les Français qui sont pauvres. Si les Français, le cas d'Angelo, si elle était riche, on ne l'assassine pas devant ses parents. Parce qu'Angelo, elle est gens de voyage. Et ce n'est pas normal. Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement, chaque fois quand il y a le meurtre par la police, on veut les procès. On veut attendre les policiers qui ont assassiné notre fils, notre père. Mais chaque fois, toutes les familles, il y a beaucoup de familles qui vont se trouver avec, comme j'ai dit tout à l'heure, les non-lieux ou les dossiers classés sans suite. Là, il y a un problème par l'État. Merci beaucoup, Awa. Moi, j'aurais un petit message pour Mediapart. Ultra rapide, alors, allez-y, bien sûr. Ultra rapide, ça serait intéressant, un de ces jours, pourquoi pas, maintenant, demain, après-demain, d'interroger, d'interviewer les 4 salauds qui ont tué mon mari. Bon. J'ai leur nom et leur prénom. Pascal Pascariello à Mediapart suit ce dossier avec beaucoup d'attention, Doria. Merci beaucoup. Je n'en doute pas un instant et je vous remercie infiniment de nous avoir donné le droit à la parole. Merci beaucoup, vraiment. Je vous remercie tous et restons confiants et restons forts. Voilà, restez à l'écoute. Par ailleurs, vous qui nous suivez, demain sur Mediapart, dans l'émission et sur le site, il y aura un dispositif spécial. Au revoir, madame. Au revoir, ma belle. Au revoir, Doria. Au revoir, Awa. Tout le monde se dit au revoir, ok. Je termine du en plateau, si vous me permettez. Demain, dans l'émission et sur Mediapart, on aura un dispositif spécial, surprise sur les violences policières. Restez connectés et à l'écoute. Merci beaucoup à toutes les 3. Et tout de suite, après ce plateau agité, et c'était formidable, nous partons en Italie. Bonjour Cécile Debarge. Bonjour.
Tu es la correspondante de Mediapart en Italie et avec toi, on reparle du Covid-19 et d'un recours collectif, une sorte de class action à l'italienne de familles de victimes qui demandent des comptes et justice pour leurs proches. Et ça s'est passé mercredi à Bergame, une ville et une province du nord de l'Italie très touchée par le coronavirus, surnommé même le Wuhan italien. Une cinquantaine de familles s'est réunie au tribunal pour déposer plainte. Elles tenaient des photos de leurs proches et portaient des masques avec un message politique. Une plainte pour, je cite, épidémie coupable. C'était le Denuncia Day. Tu vas nous traduire tout ça. Raconte-nous ce Denuncia Day donc et ce recours. Donc ça s'est passé hier, comme tu l'as dit, c'était évidemment extrêmement symbolique. L'idée était que les plaintes ne soient pas remises par l'avocat, mais bien par tous les proches des victimes, parce qu'ils voulaient justement que les victimes ne soient pas que des numéros, qu'on se rappelle de leur histoire, de leur parcours. Et ces proches de victimes se sont réunis, alors au début de manière complètement informelle dans un groupe Facebook, ils essayaient de trouver des réponses à la perte de leurs proches. Et puis petit à petit, ils se sont structurés en cette espèce de class action. Ils demandent aujourd'hui des comptes. Qui est responsable de ces morts? C'est la question qu'ils posent avec leur plainte, puisque denuncia, ça veut dire la plainte. Quand on porte plainte en Italie, il y a un terme qui est assez important là-dedans, c'est la notion d'épidémie coupable. Alors c'est une traduction un petit peu malheureuse d'une expression italienne qui en réalité est dans le code pénal, qui est epidemia, donc épidémie colposa, ce serait coupable volontaire. L'idée, c'est de comprendre comment établir la chaîne de responsabilité, surtout qui a pris quelle décision et qui était responsable de quoi. Donc, évidemment, le travail maintenant d'enquête est entre les mains des magistrats. Ça a déjà commencé dans plusieurs endroits. La grande question, surtout la plus importante, c'est pourquoi deux villes, Nembro et Alzano, qui sont deux villes moyennes de la province de Bergame, n'ont pas été immédiatement placées en zone rouge dès le 23 février, comme 11 autres communes italiennes. Alors justement, tu l'as dit, c'est une grosse enquête. Quelles sont les étapes clés à venir ? Alors, la grande étape pour le moment, c'est celle de demain, puisque demain après-midi, Giuseppe Conte, le président du Conseil, va être interrogé. Avec lui, la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, mais aussi le directeur de l'Institut national de la santé en Italie, le consultant qui travaillait pour le gouvernement et qui est membre de l'OMS, Walter Ricciardi. Et donc, évidemment, toute la question, c'est est-ce que c'était le pouvoir de la région? Est-ce que c'était le pouvoir du gouvernement? Je rappelle qu'en Italie, les questions de santé sont aussi une prérogative des régions. Pour le moment, les responsables régionaux qui ont été entendus se défaussent en quelque sorte en disant « nous attendions les instructions de Rome et donc nous n'avons pas pris les mesures nécessaires tant qu'ils ne nous ont pas donné le feu vert ». Rome, de son côté, rappelle qu'il y a une loi de 1978 qui est très claire. Les régions pouvaient le faire, même un maire, dans certains cas, quand on a une situation de crise sanitaire, dispose de prérogatives pour agir. Alors, il faut vraiment le dire, Bergame, c'était vraiment l'épicentre de l'épidémie avec des décès. On a vu ces images de pages et de pages de décès à la une du journal quotidien de Bergame, qui est un très bon journal, l'Eco di Bergamo. Comment on peut expliquer ce retard pointé par les plaignants bergamasques, en particulier sur l'impéritie des pouvoirs publics dans cette région ? Alors, on va dire qu'il y a deux grandes hypothèses. La première, qui est en tout cas celle défendue par les autorités régionales, c'est que l'autorité était celle de Rome, donc du pouvoir central, et qu'il ne pouvait pas agir tant qu'il n'avait pas le feu vert. La deuxième, et qui est beaucoup plus polémique, on en avait parlé sur Mediapart, d'ailleurs, dès la fin du mois de mars, c'était justement qu'est-ce qui bloque encore pour fermer complètement? Eh bien, certains avancent l'hypothèse de pression de la part du syndicat Confindustria, qui est le syndicat des entreprises, qui a traîné la patte pour fermer de manière quasi totale l'ensemble de l'économie. Il a fallu effectivement un peu de temps entre le premier confinement et puis la fermeture totale des activités économiques. Le gouverneur dit qu'il n'a reçu aucune pression. Ça, évidemment, maintenant, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Et alors, dans cette enquête tentaculaire, il y a, je crois, un endroit en particulier qui concentre une attention toute particulière de la part de ces plaignants. C'est un hôpital, l'hôpital d'Alzano. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On va dire que c'est un peu le cas d'école de cette affaire. L'hôpital d'Alzano diagnostique 2 patients positifs au Covid-19 dans la nuit du 22 au 23. Ou plus exactement, les tests sont faits dans la nuit du 22 au 23. Les résultats arrivent autour de 15h. Le lendemain, c'est un dimanche. L'hôpital ferme, donc le service des urgences et les 2 services où sont hospitalisés ces patients. 3 heures plus tard, tout rouvre.
La direction de l'hôpital explique qu'elle a réussi à désinfecter l'intégralité de l'hôpital, tout en sachant que les soignants étaient toujours sur place, tout comme les patients. Donc, on est en mesure de s'interroger sur les méthodes utilisées. Et le soir, les soignants, par exemple, sont rentrés chez eux sans aucune précaution, sans être testés, tout comme les patients qui sont passés par l'hôpital. Quand les épidémiologistes de la région ont commencé à remonter la chaîne de contagion, ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes infectées étaient passées par cet hôpital d'Alzano. Merci Cécile Debarge, correspondante de Mediapart en Italie. On te lit bien sûr sur Mediapart. À très vite. À bientôt. Et tu vas rester un petit peu avec nous pour écouter, si tu veux bien, Adrien Lamarca, violoniste pour l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'est un des plus grands violonistes de sa génération. Il nous joue Oblivion, un morceau écrit par Astor Piazzolla pour le film Henri IV de Marco Bellocchio. Et merci au violoniste Adrien Lamarca. Tout de suite, le grand entretien de Joseph Confavreux avec l'américaniste Sylvie Laurent. Bonjour Sylvie Laurent. Bonjour.
heureux de vous recevoir en chair et en os dans la quotidienne de Mediapart. Vous êtes américaniste, vous êtes chercheur associé à Stanford, professeur à Sciences Po Paris. J'ai apporté avec moi quelques-uns de vos nombreux livres. De quelle couleur sont les blancs, qui étaient parus il y a déjà quelques temps aux éditions La Découverte. La couleur du marché, racisme et néolibéralisme aux États-Unis, qui était paru au Seuil, donc 2 livres qui résonnent avec l'actualité. Mais j'aimerais qu'on commence avec un livre que je n'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque ce matin, à savoir votre biographie de Martin Luther King. Qu'est-ce qu'on peut mettre en parallèle entre l'enterrement, les obsèques de George Floyd qui sont tenus mardi dernier à Houston et l'enterrement du Dr King en 68? Et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement ne pas mettre en parallèle du coup? Il y a des choses qui sont extrêmement stimulantes si on cherche à comparer les deux. Alors évidemment, la dimension n'est pas la même puisque Martin Luther King était une personnalité nationale, politique, beaucoup plus connue. Mais néanmoins, ça me semble intéressant parce qu'on pose 2 questions quand on enterre quelqu'un qui représente autant. La première question, c'est qui a tué ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on enterre derrière la personne qu'on enterre. Qui a tué pour Martin Luther King? C'est une question à laquelle très vite, quelqu'un comme Stokely Carmichael, qui était un ami de Martin Luther King et le jeune représentant du mouvement des Black Power, a répondu en disant que celui qui a tué Martin Luther King, c'est très simple, c'est l'Amérique blanche. C'est l'Amérique blanche et c'est tout un système qui a appuyé sur la gâchette. Et évidemment, pour aujourd'hui, c'est une question, qui est-ce qui a tué George Floyd? Est-ce que c'est Derek Chauvin, vraiment? Ou bien est-ce que ça n'est pas tout un écosystème qui a conspiré à ce que ce genou s'appuie un peu trop fort sur le corps de Floyd. Et puis la question, qu'est-ce qu'on enterre? Ça, la réponse est encore à écrire pour ce qui est de George Floyd. Est-ce que c'est une naissance? Beaucoup espèrent que ce soit la naissance d'un renouveau militant, d'une nouvelle prise de conscience. Pour Martin Luther King, ce qu'on a enterré avec le militant des droits civiques, c'est aussi une forme d'espoir et surtout la réalité d'un engagement pour le progrès de la justice raciale. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la mort de Martin Luther King, ce sont des centaines de villes aux États-Unis qui prennent feu. La colère noire prend une forme inégalée, même si les soulèvements avaient précédé. La plupart des jeunes noirs des ghettos sont simplement épuisés de voir la brutalité de la résistance et de la répression. Ils sont inconsolables, ils sont furieux. Et ce qui est tout à fait tragique, c'est que la mort de Martin Luther King correspond dans les semaines qui suivent à l'adoption de 2 mesures sécuritaires dont le résultat se fait sentir aujourd'hui. Oui, c'est ça, 1968, c'est la date de la mort de Martin Luther King. Le 4 avril, oui. Mais c'est aussi la date d'une mesure qui va entraîner des décennies de violences policières contre les Noirs. Et ça n'est pas du tout fortuit. Dans le contexte où les villes américaines brûlent parce que les jeunes noirs sont furieux et qu'ils demandent enfin une égalité réelle et pas seulement le droit de vote, mais aussi le droit de manger, de ne pas être harcelé par la police, d'avoir des écoles et d'avoir des emplois, le gouvernement Johnson, alors au pouvoir, celui qui s'était complètement dévoué à la cause des droits civiques jusqu'à maintenant, fait passer la première grande loi sécuritaire, la loi Omnibus sur le contrôle du crime et la sécurité dans les rues, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui vise à justifier le déploiement de centaines de millions de dollars pour maintenir l'ordre dans les rues. On est dans le contexte de la colère noire qui s'exprime et ce que dit Johnson à ce moment-là, c'est qu'il faut rétablir l'ordre. C'est-à-dire que l'expression de la colère politique est dépolitisée, elle est transformée en désordre public, en criminalité à réprimer. Et 10 jours après, la Cour suprême des États-Unis, dans un arrêt qui s'appelle Terry versus Ohio, justifie le fait que les policiers, à rebours de ce que le 4e amendement des États-Unis affirme, c'est-à-dire que chaque individu a le droit d'être protégé de toute intrusion de la police, cette décision de la Cour suprême, en 68, donne aux policiers le droit de vous fouiller et de vous interpeller sans aucune preuve, à la condition que le policier ait un doute raisonnable, c'est comme ça que dit la Cour, que vous êtes sur le point de commettre un crime. Et évidemment, ces 2 décisions sont prises dans le contexte de la colère noire et de la demande de justice. Et donc cet ordre disciplinaire, cette société sécuritaire à laquelle l'ensemble du pays va consentir, elle est née précisément de l'idée que la colère noire, c'était un désordre public et la confusion s'est établie entre désordre public et criminalité. Autrement dit,
tout noir est suspect d'être source de désordre et donc de criminalité, et ça a justifié une espèce de délire de toute puissance policière dont nous voyons encore les effets aujourd'hui. Mais alors à l'aune de cette histoire donc, qui débute, pas complètement, mais en tout cas qui se structure en 68, où la police devient vraiment une force publique d'étouffement, vous le dites, des revendications noires, comment vous lisez ces appels de plus en plus nombreux à réformer la police, voire à la démanteler dans certains cas ? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça, on a déjà eu ce genre d'exigences et comment elles se sont poursuivies? Alors, réformer et démanteler, c'est pas la même chose et c'est pas le même degré. La réforme de la police depuis les années 60 et y compris au-delà, les agissements des policiers, on peut lire Baldwin sur les ghettos ou ce que disaient évidemment les militants du Black Power ou y compris Martin Luther King, la violence policière, elle est endémique puisque ça a été un mode de management de la colère sociale. D'abord la colère raciale dans les centres-villes des grandes villes américaines, puis on en parlera peut-être plus tard, de la pauvreté et des demandes de justice économique et sociale partout dans le reste du pays. Alors, réformer la police, en réalité, comme je vous le disais, c'est consubstantiel à la police telle qu'elle existe aux États-Unis, de pratiquer un déni du droit de certaines communautés à partir du moment où elles sont construites comme potentiellement criminelles. Et par ailleurs, les gens s'en étonnent, mais Minneapolis, dont tout est parti, est peut-être la ville des États-Unis qui a fait le plus de réformes policières. C'est censé être une ville de gauche, extrêmement progressive. Ils ont adopté toutes les réformes qui existaient dans le bon petit manuel de la police. Les stages de formation antiracisme, ne pas utiliser certaines prises de coups, certaines prises qui pouvaient être létales, faire des formations, développer la communication avec les communautés, enfin, tout y est passé et on voit le résultat. Donc la réforme, c'est le petit mot comme si finalement la question de la brutalité policière et du racisme était une question technocratique et que on allait ici ou là, voilà. En réalité, c'est une refonte foncière qui revient à 68 et à la construction du noir comme criminel et à ce délire sécuritaire aux États-Unis qui a été largement construit par une parole conservatrice qui a convaincu les Américains qu'ils avaient besoin d'ordre, qu'ils étaient en danger. Et démocrates comme républicains, au niveau local comme au niveau national, se sont tous fait élire sur une ligne sécuritaire dure. Et à partir du moment où on augmente les budgets de la police tous les ans parce que les administrés le réclament, parce qu'on les a convaincus qu'ils devaient avoir peur, il est impossible de réformer la police. C'est donc bien une nouvelle réflexion sur ce qu'on veut comme société qui doit présider à cette réflexion. Oui, parce que ce qu'on mesure sans doute encore mal depuis la France, c'est que la police obéit à des procureurs élus. Alors, c'est en cela que c'est une question démocratique. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, oui, on ne peut pas réformer la police parce qu'il n'y a pas de police nationale comme chez nous, parce que c'est une question locale. En réalité, c'est une question démocratique. Ce sont les maires qui sont élus, qui choisissent le chef de la police. Et surtout, en effet, le personnage fondamental dont on ne parle pas dans toute cette affaire, c'est le procureur. Procureur élu au niveau local, c'est lui qui fixe la ligne et c'est lui qui donne les ordres aux policiers. Et c'est lui qui dit, par exemple, lorsque des dizaines et des dizaines de Noirs sans aucune raison valable sont arrêtés et malmenés par la police, c'est lui qui dit la plupart du temps que finalement il va poursuivre avec des charges pénales celui qui a été arrêté pour avoir fumé un joint, pour avoir traversé en dehors des clous, pour avoir conduit avec un clignotant cassé. Et ce sont les procureurs qui sont élus par les citoyens qui fixent cette ligne. Et c'est pour ça que les gens qui travaillent aujourd'hui aux États-Unis sur cette question du système pénal tiennent à dire que la brutalité policière, c'est un élément dans un écosystème répressif qui va de l'école, où les enfants noirs sont le plus sujets à mesures disciplinaires dès l'âge de 4 ans, jusqu'aux prisons américaines. Et qu'au milieu, il y a le rôle du procureur qui est celui qui oblige les policiers à faire du chiffre et qui oblige les policiers à maintenir l'ordre coûte que coûte, comme s'il y avait un danger de dissidence, comme si une subversion était à l'œuvre, simplement parce que des jeunes en bas d'une tour discutent ou sont rassemblés. Alors en évoquant ce continuum, on ne s'éloigne pas des brutalités policières, au contraire, peut-être qu'on les comprend mieux. J'aimerais revenir donc au sous-titre de votre livre que je citais tout à l'heure, Racisme et néolibéralisme aux États-Unis. Alors évidemment, on n'aime ni le racisme ni le néolibéralisme, donc on peut se dire, on a envie de les congédier tous les deux, mais comment vous articulez ça très concrètement? Parce qu'on peut se dire aussi que le néolibéralisme n'a pas du tout le monopole du racisme. Et à travers la police et ce que vous dites sur des liens entre des structures d'ordre et de répression, en fait,
on les voit fonctionner. Alors, ce qui est extrêmement pernicieux avec le néolibéralisme, c'est qu'il se présente comme l'idéologie de la liberté. Et ce qui est intéressant dans cette articulation, c'est que liberté et oppression des minorités raciales vont très souvent de pair. Mais ce qu'il y a de structurel dans la pensée néolibérale, c'est que l'État, les institutions publiques sont un problème au bon fonctionnement, alors qu'en réalité, elles participent d'une inégale distribution des pouvoirs. Et la police est très exactement au cœur de ces interactions et de cette dialectique. Aux États-Unis, on assiste depuis une trentaine d'années à la mise en place de politiques austéritaires au niveau local, et qu'il s'agisse des collectivités locales comme les villes, les comtés et les régions, et au niveau national. Ce qui fait que toutes les grandes institutions publiques chargées d'assurer l'égalité réelle, l'école, l'hôpital, les institutions de santé, ont été soumises à des restrictions budgétaires absolument insensées. Dans des villes comme Détroit ou la Nouvelle-Orléans, il n'y a plus d'école publique. Tous les secteurs de l'État social ont été réduits à leur strict minimum. Le seul secteur qui a vu ses budgets constamment augmenté, au point de représenter près de 30% des budgets aujourd'hui en moyenne dans les grandes villes américaines, c'est la police. Et quand les militants disent aujourd'hui qu'il faut sous-fonder, refonder la police, supprimer, et ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il faut réallouer le financement public là où l'égalité réelle peut se construire, c'est-à-dire l'école, la santé et voire aussi la justice. Et il y a un surinvestissement dans la police, là aussi organisé par cette espèce d'idéologie sécuritaire qui pousse à faire du chiffre. On l'a vu à Baltimore par exemple, où les policiers étaient sommés de faire le plus d'arrestations et de donner le plus de contraventions possible dans les quartiers noirs parce que ça représentait quelque chose comme entre 10 et 15% du budget. Et j'ajoute enfin que lorsque les policiers se rendent coupables de brutalité policière, il y a des procès où il n'y en a pas et que c'est la ville, c'est-à-dire l'argent des contribuables, qui finance pour les procès et surtout qui finance le fait de faire taire les familles en leur donnant de l'argent. Vous savez, les settlements, comme on en parle aux États-Unis, la ville de Chicago par exemple est la championne des États-Unis, mais Minneapolis aussi a payé des dizaines de millions de dollars pour qu'à chaque fois qu'il y a une bavure policière, ce soit la mairie qui paye pour qu'il n'y ait pas de procès. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc tout ça, c'est un système de rendement où la source économique de la ville, c'est beaucoup la police. Et donc c'est un système de fou où tous les secteurs de l'État social sont réduits à peau de chagrin, mais la police, et d'où son pouvoir politique considérable, puisqu'elle a des syndicats et qu'elle finance les élus, la police devient l'espèce de centre névralgique du pouvoir de l'ordre. Vous dites qu'elle finance les élus, c'est très concrètement, c'est-à-dire que les interventions de la police sont structurants dans le budget de certaines villes. Bien sûr. Bien sûr. Non seulement la police a un pouvoir politique puisque leurs syndicats participent au financement des élus, mais le procureur dont j'ai parlé est un personnage absolument central dans l'équilibre politique du pays. Et par ailleurs, il faudrait des élus qui soient capables de dire on va arrêter de financer la police pour refinancer l'école publique et arrêter ce discours de la loi et l'ordre. Je vous donne deux exemples. Pendant la primaire démocrate, il y a deux candidates en plus, ce sont des femmes qui étaient des procureurs. Kamala Harris, en Californie, et celle dont on parle beaucoup s'appelle Amy Klobuchar, dont on dit qu'elle serait peut-être la prochaine vice-présidente de Joe Biden. Ce sont deux personnes, Amy Klobuchar dans le Minnesota, qui, en près de 10 ans comme procureur, n'a jamais mis en examen un seul policier, alors que Minneapolis a des dizaines et des dizaines de cas de crimes racistes commis par la police. De même, Kamala Harris aux États-Unis, femme de couleur, noire, très proche d'Obama, a un dossier, comme on dit, sur sa façon de traiter les brutalités policières quand elle était en Californie. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle il faut être dur avec le crime en surpolissant les quartiers noirs tout en les sous-protégeant, c'est-à-dire que la criminalité fait en sorte que les communautés noires ne sont pas protégées par la police, elles sont mises en danger par la police. C'est tout un système qui va bien au-delà du gardien de la paix qui orchestre tout cet équilibre politique. Alors on voit bien en vous écoutant comment le meurtre de George Floyd s'inscrit au fond dans toute une histoire et une structure qu'il va être sans doute compliqué de changer, mais que des gens aujourd'hui tentent de changer. Quel regard vous portez sur ces mobilisations et notamment sur ce qu'on a beaucoup dit, leur côté arc-en-ciel, la présence de nombreux blancs aux côtés des mouvements noirs ?
Alors, deux choses. D'une part, je suis surprise que les gens s'ébahissent comme si c'était la première fois qu'il y avait des Blancs dans les manifestations. L'histoire des luttes antiracistes aux États-Unis, depuis les abolitionnistes jusqu'à la création de la NAACP en 1909, qui était principalement créée par des Blancs, jusqu'aux grandes luttes des droits civiques dans les années 60, ont toujours été soutenus par les Blancs qui étaient dans les rues, y compris des gens qui ont laissé leur vie. Mais justement, c'est peut-être là le problème. C'est-à-dire qu'au moment de la mort de Martin Luther King, la conversation qui avait lieu dans les milieux noirs, c'était qu'est-ce qu'on fait de nos alliés blancs? C'est-à-dire, c'est bel et bien, et c'est formidable que des Blancs veuillent réformer le système, mais quel est leur degré dans la volonté de changer? Et le mouvement du Black Power, je parlais tout à l'heure de Stokely Carmichael avec l'un de ses acolytes qui s'appelait Charles Hamilton, ils ont écrit un texte qui s'appelle « Le mythe de la coalition », où ils se disaient, comme les plus jeunes parmi les militants, oui, les Blancs, vous pouvez venir pour nous aider, mais pas pour nous légitimer. Pas pour que tout à coup, on ait un écho national ou que vous imposiez votre grille de lecture, votre paradigme marxiste, par exemple, ou votre appel à ce que nous soyons intégrés à une société blanche dont vous définiriez les paramètres. Et ce que disent aujourd'hui les militants, c'est qu'ils sont évidemment tout à fait hospitaliers au soutien des Blancs, mais la question maintenant que moi je voudrais poser, parce que j'ai aussi beaucoup l'expérience historique de ce qu'a été le retour de bâton et la résistance farouche, c'est que le jour où il faudra voter pour des candidats qui diront qu'ils vont arrêter les politiques sécuritaires, le jour où il va falloir soutenir la mixité raciale dans les quartiers des belles villes du Nord ou dans les écoles, est-ce que le soutien des Blancs sera toujours au rendez-vous? C'est-à-dire que le racisme structurel dont on parle aujourd'hui, il peut être défait, en tout cas désamorcé, si on met fin à la ségrégation. Et la ségrégation, on sait comment elle fonctionne. À chaque fois que des familles noires veulent s'installer dans les quartiers blancs ou mettre leurs enfants dans les quartiers blancs, ils en sont empêchés par une résistance blanche, consciente ou inconsciente. Donc si les Blancs veulent changer, qu'ils ouvrent leurs écoles aux Noirs et qu'ils ouvrent leurs quartiers aux Blancs. Donc c'est là peut-être, plutôt que dans les grandes processions qui sont sur le coup de l'émotion et qui sont aussi beaucoup guidées par une petite minorité de Blancs éduqués, étudiants, très engagés, pour le reste de la société, il y a des actes très tangibles à faire et ils peuvent démontrer la sincérité de leur engagement à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que vous ne opposez pas les revendications du Black Power et de la version Black Lives Matter aux coalitions arc-en-ciel, c'est-à-dire que ça peut fonctionner, ces deux modes de mobilisation, mais à condition que les structures soient vraiment changées. C'est-à-dire que sinon, oui, ça ne marchera pas. Alors moi, je suis plutôt dans la position du Black Power ou du Black Power ou de Black Lives Matter, c'est-à-dire de dire les Blancs, vous êtes absolument les bienvenus dans la lutte, mais ce que disait Stokely Carmichael et qu'on entend encore aujourd'hui, c'est occupez-vous dans vos communautés d'aller changer les esprits. Il y a beaucoup de travail à faire de conviction et d'éducation dans les quartiers blancs. Faites-le. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le pouvoir soit donné aux communautés, aux quartiers où les Noirs vivent et où ils ont les moyens, par leur sociabilité, par leurs institutions et par leur réseau, de produire une pensée et de produire une action politique qu'ensuite, qui peut être universalisable, etc. Mais ceux qui donnent les termes du débat, ce sont ceux qui subissent cette expérience-là et qui peuvent produire une réponse politique. Voilà, c'est pas l'idée que les démocrates, les blancs, les éduqués, les progressistes vont donner l'agenda, même si leur participation est tout à fait bienvenue. Donc à mettre au programme de Joe Biden, dont on peut craindre... C'est pas forcément le meilleur cheval pour cette course, mais on verra. Merci beaucoup Sylvie Laurent. C'est moi qui vous remercie. Merci Joseph Confavreux avec Sylvie Laurent, merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis. Écrivez-nous à l'adresse de l'émission alerlibre@mediapart.fr. N'oubliez pas, si vous le pouvez, de vous abonner à Mediapart. Vous le savez, le site ne vous informe que grâce aux abonnements. Bonne soirée.